Coucou, coucou, on va poursuivre la lecture du Château des Carpates, roman de Jules Verne. C'est le deuxième live, j'ai déjà lu les deux premiers chapitres. Donc là, je pense qu'on va lire les chapitres 3 et 4. J'attends un petit peu que les gens arrivent. Bonjour tout le monde. Hop. Allez, je vais commencer. Chapitre 3 du Château des Carpates. Je vais faire un petit rappel vite fait de ce qui s'est passé dans les deux premiers chapitres. Ça se passe en Transylvanie, une région de la Roumanie. Et c'est un berger qui remarque de la fumée qui s'échappe de l'ancien château qu'on pensait abandonné. Alors, chapitre 3. Le village de Werst a si peu d'importance que la plupart des cartes n'en indiquent point la situation. Dans le rang administratif, il est même au-dessous de son voisin appelé Vulcan, du nom de la portion de ce massif de Plésa, sur lequel ils sont pittoresquement juchés tous les deux. À l'heure actuelle, l'exploitation du bassin minier a donné un mouvement considérable d'affaires aux bourgades de Petrocénie, de Livatzel et autres distantes de quelques milles. Ni Vulcan ni Werst n'ont recueilli le moindre avantage de cette proximité d'un grand centre industriel. Ce que ces villages étaient il y a 50 ans, ce qu'ils seront sans doute dans un demi-siècle, ils le sont à présent. Et suivant Élisée Reclus, une bonne moitié de la population de Vulcan ne se compose que d'employés chargés de surveiller la frontière. Douaniers, gendarmes, commis du fisc et infirmiers de la quarantaine. Supprimez les gendarmes et les commis du fisc, ajoutez une proportion un peu plus forte de cultivateurs, et vous aurez la population de Werst, soit 4 à 5 centaines d'habitants. C'est une rue, ce village, rien qu'une large rue, dont les pentes brusques rendent la montée et la descente assez pénibles. Elle sert de chemin naturel entre la frontière valaque et la frontière transylvaine. Par là passent les troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs, les marchands de viande fraîche, de fruits et de céréales, les rares voyageurs qui s'aventurent par le défilé au lieu de prendre les railways de Kolozsvár et de la vallée du Maros. Certes, la nature a généreusement doté le bassin qui se creuse entre les monts de Bihar, le Retiesa et le Paring. Riche par la fertilité du sol, il est aussi de toute la fortune enfouie dans ses entrailles, mine de sel de gemme à Torda, avec un rendement annuel de plus de 20 000 tonnes. Mont Parajde, mesurant 7 km de circonférence à son dôme et qui est uniquement formé de chlorure de sodium. Mine de Torodsko, qui produisent le plomb, la galène, le mercure et surtout le fer, dont les gisements étaient exploités dès le Xe siècle. Mines de Veda Uniad et leurs minerais qui se transforment en acier de qualité supérieure. Mines de houille, facilement exploitables sur les premières strates de ces vallées lacustres dans le district de Hadzeg, à Livatzel, à Petrocénie. Vaste poche d'une contenance estimée à 250 millions de tonnes. Enfin, mines d'or au bourg d'Offenbanja, à Topanfalva, la région des orpailleurs, où des myriades de moulins d'un outillage très simple travaillent les sables du Verespatak, le pactole transylvain, et exportent chaque année pour 2 millions de francs du précieux métal. Voilà, semble-t-il, un district très favorisé de la nature, et pourtant cette richesse ne profite guère au bien-être de sa population. Dans tous les cas, si les centres plus importants, Torodsko, Petrocénie, Lyonnais, possèdent quelques installations en rapport avec le confort de l'industrie moderne, si ces bourgades ont des constructions régulières soumises à l'uniformité de l'équerre et du cordeau, des hangars, des magasins, de véritables cités ouvrières, si elles sont dotées d'un certain nombre d'habitations à balcons et à vérandas, voilà ce qu'il ne faudrait chercher ni au village de Vulcan, ni au village de Werst. Bien comptées, une soixantaine de maisons, irrégulièrement accroupies sur l'unique rue, coiffées d'un capricieux toit dont le faîtage déborde les murs de pisé, la façade vers le jardin, un grenier à lucarne pour étage,
une grange délabrée pour annexe, une étable toute de guingois couverte en paillis, çà et là un puits surmonté d'une potence à laquelle pend une seille, 2 ou 3 mares qui fuient pendant les orages, des ruisselets dont les ornières tortillées indiquent le cours, tel est ce village de Werst, bâti sur les 2 côtés de la rue, entre les obliques talus du col. Mais tout cela est frais et attirant. Il y a des fleurs aux portes et aux fenêtres, des rideaux de verdure qui tapissent les murailles, des herbes échevelées qui se mêlent au vieil or des chemins, des peupliers, ormes, hêtres, sapins, érables qui grimpent au-dessus des maisons, si haut qu'ils peuvent grimper. Par-delà l'échelonnement des assises intermédiaires de la chaîne, et au dernier plan, l'extrême cime des monts, bleuis par le lointain, se confondent avec l'azur du ciel. Ce n'est ni l'allemand ni le hongrois que l'on parle à Werst, non plus qu'en toute cette portion de la Transylvanie. C'est le roumain. Même chez quelques familles tziganes, établies plutôt que campées dans les divers villages du comitat. Ces étrangers prennent la langue du pays comme ils en prennent la religion. Ceux de Werst forment une sorte de petit clan, sous l'autorité d'un voïvode, avec leurs cabanes, leurs barakas, à toit pointu, leurs légions d'enfants, bien différents par les mœurs et la régularité de leur existence de ceux de leurs congénères qui errent à travers l'Europe. Ils suivent même le rite grec, se conformant à la religion des chrétiens au milieu desquels ils se sont installés. En effet, Werst a pour chef religieux un pope, qui réside à Vulcan et qui dessert les 2 villages séparés seulement d'un demi-mille. La civilisation est comme l'air ou l'eau. Partout où un passage, ne fût-ce qu'une fissure, lui est ouvert, elle pénètre et modifie les conditions d'un pays. D'ailleurs, il faut le reconnaître, aucune fissure ne s'était encore produite à travers cette portion méridionale des Carpates. Puisque Élisée Reclus a pu dire de Vulcan qu'il est le dernier poste de la civilisation dans la vallée de la Sile-Wallach, on ne s'étonnera pas que Werst fût l'un des plus arriérés villages du comitat de Kolozsvár. Comment pourrait-il être autrement dans ces endroits où chacun naît, grandit, meurt, sans les avoir jamais quittés? Et pourtant, fera-t-on observer, il y a un maître d'école et un juge à Werst. Oui, sans doute, mais le magister Hermod n'est capable d'enseigner que ce qu'il sait, c'est-à-dire un peu à lire, un peu à écrire, un peu à compter. Son instruction personnelle ne va pas au-delà. En fait de sciences, d'histoire, de géographie, de littérature, il ne connaît que les chants populaires et les légendes du pays environnant. Là-dessus, sa mémoire le sert avec une rare abondance. Il est très fort en matière de fantastique, et les quelques écoliers du village tirent grand profit de ses leçons. Quant au juge, il convient de s'entendre sur cette qualification donnée au premier magistrat de Werst. Le biró, maître Kolz, était un petit homme de 55 à 60 ans, roumain d'origine, les cheveux ras et grisonnants, la moustache noire encore, les yeux plus doux que vifs. Solidement bâti comme un montagnard, il portait le vaste feutre sur la tête, la haute ceinture à boucles historiées sur le ventre, la veste sans manches sur le torse, la culotte courte et demi-bouffante, engagée dans les hautes bottes de cuir. Plutôt maire que juge, bien que ses fonctions l'obligeassent à intervenir dans les multiples difficultés de voisin à voisin, il s'occupait surtout d'administrer son village autoritairement, et non sans quelque agrément pour sa bourse. En effet, toutes les transactions, achats ou ventes, étaient frappées d'un droit à son profit, sans parler de la taxe de péage que les étrangers, touristes ou trafiquants s'empressaient de verser dans sa poche. C'est une petite description du village, le petit village à côté du château des Carpates. Que signifie entre connaître et courant? J'ai pas compris la question. Le professeur. Cette situation lucrative avait valu à maître Kolz une certaine aisance. Si la plupart des paysans du comitat sont rongés par l'usure, qui ne tardera pas à faire des prêteurs israélites les véritables propriétaires du sol, le biró avait su échapper à leur rapacité. Son bien, libre d'hypothèque, d'intabulation, comme on dit en cette contrée, ne devait rien à personne. Il eût plutôt prêté qu'emprunté, et l'aurait certainement fait sans écorcher le pauvre monde. Il possédait plusieurs pâtis, de bons herbages pour ses troupeaux,
des cultures assez convenablement entretenues, quoiqu'il fût réfractaire aux nouvelles méthodes, des vignes qui flattaient sa vanité, lorsqu'il se promenait le long des ceps chargés de grappes et dont il vendait fructueusement la récolte. Exception faite, et dans une proportion notable, de ce que nécessitait sa consommation particulière. Il va sans dire que la maison de maître Koltz est la plus belle maison du village. À l'angle de la terrasse que traverse la longue rue montante, une maison en pierre, s'il vous plaît, avec sa façade en retour sur le jardin. Sa porte entre la troisième et la quatrième fenêtre. Les festons de verdure qui ourlent le chéneau de leurs brindilles chevelues. Les deux grands hêtres dont la fourche se ramifie au-dessus de son chaume en fleurs. Derrière, un beau verger aligne ses plants de légumes en damier et ses rangs d'arbres à fruits qui débordent sur le talus du col. À l'intérieur de la maison, il y a de belles pièces bien propres, les unes où l'on mange, les autres où l'on dort, avec leurs meubles peinturlurés, tables, lits, bancs et escabeaux, leurs dressoirs où brillent les pots et les plats, les poutrelles apparentes du plafond, d'où pendent des vases enrubannés et des étoffes aux vives couleurs, leurs lourds coffres recouverts de housses et de courtes pointes qui servent de bahuts et d'armoires. Puis, au mur blanc, les portraits violemment enluminés des patriotes roumains. Entre autres, le populaire héros du XVe siècle, le voïvode Vejda Hunyad. Voilà une charmante habitation, qui eût été trop grande pour un seul homme. Mais il n'était pas seul, maître Koltz. Veuf depuis une dizaine d'années, il avait une fille, la belle Miriota, très admirée de Werst jusqu'à Vulcan, et même au-delà. Elle aurait pu s'appeler d'un de ces bizarres noms païens, Florica, Daina, Doritia, qui sont forts en bonheur dans les familles valaques. Non, c'était Miriota, c'est-à-dire petite brebis. Mais elle avait grandi, la petite brebis. C'était maintenant une gracieuse fille de 20 ans, blonde avec des yeux bruns, d'un regard très doux, charmante de traits et d'une agréable tournure. En vérité, il y avait de sérieuses raisons pour qu'elle parût on ne peut plus séduisante avec sa chemisette brodée de fils rouges au collet, aux poignets et aux épaules, sa jupe serrée par une ceinture à fermoir d'argent, son caprinza, double tablier à raies bleues et rouges, noué à sa taille, ses petites bottes en cuir jaune, le léger mouchoir jeté sur sa tête, le flottement de ses longs cheveux dont la natte est ornée d'un ruban ou d'une piécette de métal. Oui, une belle fille, Miriota Koltz. Et ce qui ne gâte rien, riche pour ce village perdu au fond des Carpates. Bonne ménagère, sans doute, puisqu'elle dirige intelligemment la maison de son père. Instruite, dame, à l'école du magistère Hermod, elle a appris à lire, à écrire, à calculer. Et elle calcule, écrit, lit correctement, mais elle n'a pas été poussée plus loin, et pour cause. En revanche, on ne lui en remontrerait pas sur tout ce qui tient aux fables et aux sagas transylvaines. Elle en sait autant que son maître. Elle connaît la légende de Léanico, le rocher de la Vierge, où une jeune princesse quelque peu fantastique échappe aux poursuites des Tartares. La légende de la grotte du dragon, dans la vallée de la montée du roi. La légende de la forteresse de Deva, qui fut construite au temps des fées. La légende de la Detunata, la frappée du tonnerre, cette célèbre montagne basaltique, semblable à un gigantesque violon de pierre, et dont le diable joue pendant les nuits d'orage. La légende du Retiesa, avec sa cime rasée par une sorcière. La légende du défilé de Torda, que fendit d'un grand coup d'épée le saint Ladislas. Nous avouerons que Miriota ajoutait foi à toutes ces fictions, mais ce n'en était pas moins une charmante et aimable fille. Hello my bro, Airbus. Bien des garçons du pays la trouvaient à leur gré, même sans trop se rappeler qu'elle était l'unique héritière du Biro, maître Koltz, le premier magistrat de Werst. Inutile de la courtiser, d'ailleurs, n'était-elle pas déjà fiancée à Nicolas Deck? Nicolas Deck, un beau type de roumain, ou plutôt Nick Deck, 25 ans, haute taille, constitution vigoureuse, tête fièrement portée, chevelure noire que recouvre le colpac blanc, regard franc, attitude dégagée sous sa veste de peau d'agneau brodée aux coutures. Bien campé sur ses jambes fines, des jambes de cerf, un air de résolution dans sa démarche et ses gestes,
Il était forestier de son état, c'est-à-dire presque autant militaire que civil. Comme il possédait quelques cultures dans les environs de Werth, il pesait au pair, et comme il se présentait en gars aimable et de fière tournure, il ne déplaisait point à la fille, qu'il n'aurait pas fallu lui disputer, ni même regarder de trop près. Au surplus, personne n'y songeait. Le mariage de Nic Deck et de Miriota Colz devait être célébré, encore une quinzaine de jours, vers le milieu du mois prochain. À cette occasion, le village se mettrait en fête. Maître Colz ferait convenablement les choses. Il n'était point avare. S'il aimait à gagner de l'argent, il ne refusait pas de le dépenser à l'occasion. Puis la cérémonie achevée, Nic Deck élirait domicile dans la maison de famille qui devait lui revenir après le bureau. Et lorsque Miriota le sentirait près d'elle, peut-être n'aurait-elle plus peur, en entendant le gémissement d'une porte ou le craquement d'un meuble durant les longues nuits d'hiver, de voir apparaître quelques fantômes échappés de ses légendes favorites. Pour compléter la liste des notables de Werst, il convient d'en citer deux encore, et non des moins importants, le magister et le médecin. Le magister Hermod était un gros homme à lunettes, 55 ans, ayant toujours entre les dents le tuyau courbé de sa pipe à fourneau de porcelaine, cheveux rares et ébouriffés sur un crâne aplati, face glabre avec un tic de la joue gauche. Sa grande affaire était de tailler les plumes de ses élèves auxquels il interdisait l'usage des plumes de fer, par principe. Aussi, comme il en allongeait les becs avec son vieux canif bien aiguisé, avec quelle précision, et en clignant de l'œil, il donnait le coup final pour en trancher la pointe. Avant tout, une belle écriture, c'est à cela que tendaient tous ses efforts, c'est à cela que devait pousser ses élèves, un maître soucieux de remplir sa mission. L'instruction ne venait qu'en seconde ligne, et l'on sait ce qu'enseignait le magister Hermod, ce qu'apprenaient les générations de garçons et de fillettes sur les bancs de son école. Maintenant, autour du médecin, Patak. Comment il y avait un médecin à Werst et le village en était encore à croire aux choses surnaturelles? Oui, mais il est nécessaire de s'entendre sur le titre que prenait le médecin Patak, comme on l'a fait pour le titre que prenait le juge Colt. Patak, petit homme, à gastère proéminent, gros et court, âgé de 45 ans, faisait très ostensiblement de la médecine courante à Werst et dans les environs. Avec son aplomb imperturbable, sa faconde étourdissante, il inspirait non moins de confiance que le berger Frick, ce qui n'est pas peu dire. Il vendait des consultations et des drogues, mais si inoffensives qu'elles n'empiraient pas les bobos de ses clients, qui eussent guéri d'eux-mêmes. D'ailleurs, on se porte bien au col de Vulcan. L'air y est de première qualité, les maladies épidémiques y sont inconnues, et si l'on y meurt, c'est parce qu'il faut mourir, même en ce coin privilégié de la Transylvanie. Quant au docteur Patak, oui, on disait docteur, quoiqu'il fût accepté comme tel, il n'avait aucune instruction, ni en médecine, ni en pharmacie, ni en rien. C'était simplement un ancien infirmier de la quarantaine, dont le rôle consistait à surveiller les voyageurs retenus sur la frontière pour la patente de santé. Rien de plus. Cela, paraît-il, suffisait à la population peu difficile de Werst. Il faut ajouter, ce qui ne saurait surprendre, que le docteur Patak était un esprit fort, comme il convient à quiconque s'occupe de soigner ses semblables. Aussi n'admettait-il aucune des superstitions qui ont cours dans la région des Carpates, pas même celles qui concernaient le Burg. Il en riait, il en plaisantait. Et lorsqu'on disait devant lui que personne n'avait osé s'approcher du château depuis un temps immémorial, il ne faudrait pas me défier d'aller rendre visite à votre vieille Cassine, répétait-il à qui voulait l'entendre. Mais comme on ne l'en défiait pas, comme on se gardait même de l'en défier, le docteur Patak n'y était point allé, et la crédulité aidant, le château des Carpates était toujours enveloppé d'un impénétrable mystère. Salut Linda. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. En quelques minutes, la nouvelle rapportée par le berger se fut répandue dans le village. Maître Kolz, ayant en main la précieuse lunette, venait de rentrer suivi de Nic Deck de Miriota. À ce moment, il n'y avait plus sur la terrasse que Frick, entouré d'une vingtaine d'hommes, femmes et enfants, auxquels s'étaient joints qui ne se montraient pas les moins émus de la population werstienne.
On entourait Frick, on le pressait de questions, et le berger répondait avec cette superbe importance d'un homme qui vient de voir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Oui, répétait-il, le Burg fumait. Il fume encore, et il fumera tant qu'il en restera pierre sur pierre. Pour rappel, le château des Carpates, dans cette région de Roumanie, ils l'appellent le Burg. Quand je dis le Burg, c'est le château. Et on a vu de la fumée sortir du château. C'est un mystère. Mais qui a pu allumer ce feu? Demanda une vieille femme qui joignait les mains. Le Short, répondit Frick, en donnant au diable le nom qu'il a en ce pays. Et voilà un malin qui s'entend mieux à entretenir les feux qu'à les éteindre. Et sur cette réplique, chacun de chercher à apercevoir la fumée sur la pointe du donjon. En fin de compte, la plupart affirmèrent qu'ils la distinguaient parfaitement, bien qu'elle fût parfaitement invisible à cette distance. Le berger Frick a vu la fumée avec sa lunette, sa longue vue. L'effet produit par ce singulier phénomène dépassa tout ce qu'on pourrait imaginer. Il est nécessaire d'insister sur ce point, que le lecteur veuille bien se mettre dans une disposition d'esprit identique à celle des gens de Werst, et il ne s'étonnera plus des faits qui vont être ultérieurement relatés. Je ne lui demande pas de croire au surnaturel, mais de se rappeler que cette ignorante population y croyait sans réserve. À la défiance qu'inspirait le château des Carpates, alors qu'il passait pour être désert, allait désormais se joindre l'épouvante, puisqu'il semblait habité, et par quels êtres grandieux. Oui, parce que les habitants du village voisin sont très superstitieux et croient aux légendes et tout ça. Il y avait à Werst un lieu de réunion, fréquenté des buveurs, et même affectionné de ceux qui, sans boire, aiment à causer de leurs affaires après journée faite. Ces derniers, en nombre restreint, cela va de soi. Ce local ouvert à tous, c'était la principale, ou pour mieux dire l'unique auberge du village. Quel était le propriétaire de cette auberge? Un juif du nom de Jonas, brave homme âgé d'une 60aine d'années, de physionomie engageante, mais bien sémite, avec ses yeux noirs, son nez courbe, sa lèvre allongée, ses cheveux plats et sa barbiche traditionnelle. Obséquieux et obligeant, il prêtait volontiers de petites sommes à l'un ou à l'autre, sans se montrer exigeant pour les garanties, ni trop usurier pour les intérêts, quoiqu'il entendît être payé aux dates acceptées par l'emprunteur. Plaise au ciel que les Juifs établis dans le pays transylvain soient toujours aussi accommodants que l'aubergiste de Werst. Par malheur, cet excellent Jonas est une exception. Ses coreligionnaires par le culte, ses confrères par la profession, car ils sont tous cabaretiers, vendant boissons et articles d'épicerie, pratiquent le métier de prêteur avec une âpreté inquiétante pour l'avenir du paysan roumain. On verra le sol passer peu à peu de la race indigène à la race étrangère. Faute d'être remboursés de leurs avances, les Juifs deviendront propriétaires des belles cultures hypothéquées à leur profit. Et si la terre promise n'est plus en Judée, peut-être figurera-t-elle un jour sur les cartes de la géographie transylvaine. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Jules Verne. C'est les clichés sur les Juifs, sur les Noirs. Bon, on le pardonnera parce que c'est de la vieille époque. Un nouveau livre, Arc-en-ciel Spirit, ma chérie. Oui, c'est le château des Carpates. L'auberge du roi Mathias, elle se nommait ainsi, occupait un des angles de la terrasse que traverse la grande rue de Werst, à l'opposé de la maison du Bureau. C'était une vieille bâtisse, moitié bois, moitié pierre, très rapiécée par endroits, mais largement drapée de verdure et de très tentante apparence. Elle ne se composait que d'un rez-de-chaussée, avec porte vitrée donnant accès sur la terrasse. À l'intérieur, on entrait d'abord dans une grande salle, meublée de tables pour les verres et d'escabeaux pour les buveurs, d'un dressoir en chêne vermoulu où scintillaient les plats, les pots et les fioles, et d'un comptoir de bois noirci, derrière lequel Jonas se tenait à la disposition de sa clientèle.
Quand quelqu'un porte la poisse, on lui dit espèce de Jonas. Ah ouais, je connais pas cette expression. Espèce de Jonas. Espèce de Jonas. Le mythe de Jonas. Jonas. Ouais, je sais pas. Je trouve rien. Je sais pas d'où vient cette expression. Traiteur et préparateur, c'est quoi la différence? Bah, il prépare, hein. Il prépare des repas. Un préparateur, ça peut être un préparateur de toutes sortes de choses. Un traiteur est un restaurant, et puis généralement un professionnel des métiers de bouche, qui vend des plats qu'il a préparés. Un traiteur, il prépare des plats, et un préparateur, il prépare n'importe quoi. Dans notre langage algérien. Ok. Hum. Voici maintenant comment cette salle recevait le jour. 2 fenêtres perçaient la façade sur la terrasse et 2 autres fenêtres à l'opposé la paroi du fond. De ces deux-là, l'une voilée par un épais rideau de plantes grimpantes ou pendantes qui l'obstruait au dehors, était condamnée et laissait passer à peine un peu de clarté. L'autre, lorsqu'on l'ouvrait, permettait au regard émerveillé de s'étendre sur toute la vallée inférieure de Vulcan. À quelques pieds au-dessous de l'embrasure se déroulaient les eaux tumultueuses du torrent de Niad. D'un côté, ce torrent descendait les pentes du col après avoir pris source sur les hauteurs du plateau d'Orgal, couronné par les bâtisses du Burg. De l'autre, toujours abondamment entretenu par les rois de la montagne, même pendant la saison d'été, il dévalait en grondant vers le lit de la Sylvalac, qui l'absorbait à son passage. Préparateur, oui, tu penses au laborantin? Les préparateurs, ça peut être n'importe quoi en fait. Mm. À droite, contiguë à la grande salle, une demi-douzaine de petites chambres suffisaient à loger les rares voyageurs qui, avant de franchir la frontière, désiraient se reposer au roi Mathias. Ils étaient assurés d'un bon accueil, à des prix modérés, auprès d'un cabaretier attentif et serviable, toujours approvisionné de bon tabac, qu'il allait chercher au meilleur trafic des environs. Quant à lui, Jonas, il avait pour chambre à coucher une étroite mansarde, dont la lucarne biscornue, trou en le chaume en fleurs, donnait sur la terrasse. C'est dans cette auberge que le soir même de ce 29 mai, il y eut réunion. Les grosses têtes de Werst, maître Kolz, le magister Hermod, le forestier Nick Deck, une douzaine des principaux habitants du village, et aussi le berger Frick, qui n'était pas le moins important de ces personnages. Le docteur Patak manquait à cette réunion de notables. Demandé en toute hâte par un de ses vieux clients qui n'attendait que lui pour passer dans l'autre monde, il s'était engagé à venir dès que ses soins ne seraient plus indispensables au défunt. En attendant l'ex-infirmier, on causait du grave événement à l'ordre du jour, mais on ne causait pas sans manger et sans boire. À ceci, Jonas offrait cette sorte de bouillie ou gâteau de maïs, connu sous le nom de mamaliga, qui n'est point désagréable quand on l'imbibe de lait fraîchement tiré. À cela, il présentait maints petits verres de ces liqueurs fortes qui coulent comme de l'eau pure à travers les gosiers roumains. L'alcool de schnapps, qui ne coûte pas un demi-sou le verre, et plus particulièrement le rakiu, violente eau-de-vie de prune, dont le débit est considérable au pays des Carpates. Il faut mentionner que le cabaretier Jonas, c'était une coutume de l'auberge, ne servait qu'à l'assiette, c'est-à-dire aux gens attablés, ayant observé que les consommateurs assis consomment plus copieusement que les consommateurs debout. Or, ce soir-là, les affaires promettaient de marcher, puisque tous les escabeaux étaient disputés par les clients. Aussi Jonas allait-il d'une table à l'autre, le broc à la main, remplissant les gobelets qui se vidaient sans compter. Il était 8h30 du soir. On pérorait depuis la brune, sans parvenir à s'entendre sur ce qu'il convenait de faire. Mais ces braves gens se trouvaient d'accord en ce point, c'est que si le château des Carpates était habité par des inconnus,
Il devenait aussi dangereux pour le village de Werth qu'une poudrière à l'entrée d'une ville. C'est très grave, dit alors maître Koltz. Très grave, répéta le magister entre deux bouffées de son inséparable pipe. Très grave, répéta l'assistance. Ce qui n'est que trop sûr, reprit Jonas, c'est que la mauvaise réputation du burg faisait déjà grand tort au pays. Et maintenant, ce sera bien autre chose, s'écria le magister Hermod. Les étrangers n'y venaient que rarement, répliqua maître Koltz avec un soupir. Et à présent, ils ne viendront plus du tout, ajouta Jonas en soupirant à l'unisson du bureau. Nombre d'habitants songent déjà à le quitter, fit observer l'un des buveurs. Moi le premier, répondit un paysan des environs, et je partirai dès que j'aurai vendu mes vignes. Pour lesquelles vous chômerez d'acheteurs, mon vieux homme, riposta le cabaretier. On voit où ils en étaient de leur conversation, ces dignes notables. À travers les terreurs personnelles que leur occasionnait le château des Carpates, surgissait le sentiment de leurs intérêts, si regrettablement lésés. Plus de voyageurs, et Jonas en souffrait dans le revenu de son auberge. Plus d'étrangers, et maître Koltz en pâtissait dans la perception du péage dont le chiffre s'abaissait. Plus d'acquéreurs pour les terres du col de Vulcan, et les propriétaires ne pouvaient trouver à les vendre, même à vil prix. Cela durait depuis des années, et cette situation, très dommageable, menaçait de s'aggraver encore. Ok, donc là, puisque je comprends ce que je suis en train de lire, la mauvaise réputation du château des Carpates, qu'on dit hanté, fait fuir les touristes dans la région, ce qui n'est pas bon pour les affaires. En effet, s'il en était ainsi, quand les esprits du burg se tenaient tranquilles au point de ne s'être jamais laissés apercevoir, que serait-ce maintenant s'ils manifestaient leur présence par des actes matériels? Le berger Frick crut alors devoir dire, mais d'une voix assez hésitante. Peut-être faudrait-il... Quoi? Demanda maître Koltz. Y aller voir, mon maître. Tous s'entre-regardèrent, puis baissèrent les yeux, et cette question resta sans réponse. Ils ont tous les pétoches d'aller voir ce qui se passe dans le château. Tu frère de la dame Adeline. Je suis pas sûr de comprendre cette question. Tu frère de la dame Adeline. Est-ce que tu me demandes si je suis le frère de maîtresse Adeline? Eh bien non. C'est Liverpool qui vient de gagner. Pourquoi tu parles de Liverpool? Tu regardes le foot? Il y a 0... Ah, c'était au tir au but. FA Cup. Ils ont gagné au tir au but contre Chelsea. Mais c'est quoi ça? C'est la Coupe d'Angleterre? Je regarde pas le foot. Madame. C'est qui Madame Adeline? Est-ce que tu parles de maîtresse Adeline sur TikTok? Je ne suis pas son frère. Je n'ai pas de sœur. Ce fut Jonas qui, s'adressant à maître Koltz, reprit la parole. Votre berger, dit-il d'une voix ferme, vient d'indiquer la seule chose qu'il y ait à faire. Aller au burg. Oui, mes bons amis, répondit l'aubergiste. Si une fumée s'échappe de la cheminée du donjon, c'est qu'on y fait du feu. Et si l'on y fait du feu, c'est qu'une main l'a allumé. Une main, à moins que ce soit une griffe, répliqua le vieux paysan en secouant la tête. Main ou griffe, dit le cabaretier, peu importe, il faut savoir ce que cela signifie. C'est la première fois qu'une fumée s'échappe de l'une des cheminées du château depuis que le baron Rodolphe de Gortz l'a quitté. Désolé, y a pas de souci. Madame Adeline est mon superviseur. Tu parles de maîtresse Adeline, c'est ça? La tiktokeuse? Il se pourrait cependant qu'il y ait déjà eu de la fumée, sans que personne ne s'en soit aperçu, suggéra maître Koltz. Voilà ce que je n'admettrai jamais,
se récria vivement le magister Hermod. C'est très admissible, au contraire, fit observer le Biró, puisque nous n'avions pas de lunettes pour constater ce qui se passait au Burg. La remarque était juste. Le phénomène pouvait s'être produit depuis longtemps et avoir échappé même au berger Frick, quelque bons que fussent ses yeux. Quoi qu'il en soit, que ledit phénomène fût récent ou non, il était indubitable que des êtres humains occupaient actuellement le château des Carpates. Or, ce fait constituait un voisinage des plus inquiétants pour les habitants de Vulcan et de Werst. Le magister Hermod crut devoir apporter cette objection à l'appui de ses croyances. Des êtres humains, mes amis, vous me permettrez de n'en rien croire. Pourquoi des êtres humains auraient-ils eu la pensée de se réfugier au Burg? Dans quelle intention? Et comment y seraient-ils arrivés? Que voulez-vous donc qu'ils soient, ces intrus? S'écria maître Koltz. Des êtres surnaturels, répondit le magister Hermod d'une voix qui imposait. Pourquoi ne seraient-ce pas des esprits, des babots, des gobelins, peut-être même quelques-unes de ces dangereuses lamies, qui se présentent sous la forme de belles femmes? Non, monsieur. Mais je sais pas, c'est qui cette madame Adeline? Pendant cette énumération, tous les regards s'étaient dirigés vers la porte, vers les fenêtres, vers la cheminée de la grande salle du roi Mathias. Et, en vérité, chacun se demandait s'il n'allait pas voir apparaître l'un ou l'autre de ces fantômes, successivement évoqués par le maître d'école. Cependant, mes bons amis, se risqua à dire Jonas, si ces êtres sont des génies, je ne m'explique pas pourquoi ils auraient allumé du feu, puisqu'ils n'ont rien à cuisiner. Et leur sorcellerie, répondit le patour. Oubliez-vous donc qu'il faut du feu pour les sorcelleries? Évidemment, ajouta le magister d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Bonsoir, Rose Ross, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Cette sentence fut acceptée sans contestation, et de l'avis de tous, c'était à n'en pas douter des êtres surnaturels, non des êtres humains, qui avaient choisi le château des Carpates pour théâtre de leur manigance. Jusqu'ici, Nic Deck n'avait pris aucune part à la conversation. Le forestier se contentait d'écouter attentivement ce que disaient les uns et les autres. Le vieux Burg, avec ses murs mystérieux, son antique origine, sa tournure féodale, lui avait toujours inspiré autant de curiosité que de respect. Et même étant très brave, bien qu'il fût aussi crédule que n'importe quel habitant de Werst, il avait plus d'une fois manifesté l'envie d'en franchir l'enceinte. On l'imagine, Miriota l'avait obstinément détourné d'un projet si aventureux. Qu'il eût de ses idées lorsqu'il était libre d'agir à sa guise, soit, mais un fiancé ne s'appartient plus. Et de se hasarder en de telles aventures c'eût été œuvre de fou ou d'indifférent. Et pourtant, malgré ses prières, la belle fille craignait toujours que le forestier mît son projet à exécution. Ce qui la rassurait un peu, c'est que Nic Deck n'avait pas formellement déclaré qu'il irait au Burg, car personne n'aurait eu assez d'empire sur lui pour le retenir, pas même elle. Elle le savait, c'était un gars tenace et résolu, qui ne revenait jamais sur une parole engagée. Chose dite, chose faite. Aussi Miriota eût-elle été dans les transes si elle avait pu soupçonner à quelle réflexion le jeune homme s'abandonnait en ce moment. Coucou Perle Noire. Cependant, comme Nic Deck gardait le silence, il s'ensuit que la proposition du patour ne fut relevée par personne. Rendre visite au château des Carpates maintenant qu'il était tenté, qui l'oserait, à moins d'avoir perdu la tête? Chacun se découvrait donc les meilleures raisons pour n'en rien faire. Le Biró n'était plus d'un âge à se risquer en des chemins si rudes. Le magister avait son école à garder, Jonas son auberge à surveiller, Frick ses moutons à paître, les autres paysans à s'occuper de leurs bestiaux et de leurs foins. Non, pas un ne consentirait à se dévouer, répétant à part soi. Celui qui aurait l'audace d'aller au Burg pourrait bien n'en jamais revenir. À cet instant, la porte de l'auberge s'ouvrit brusquement, au grand effroi de l'assistance. « Coucou Diane, bisous !» Ce n'était que le docteur Patak, et il eût été difficile de le prendre pour une de ces lamies enchanteresses dont le magister Hermod avait parlé. Son client étant mort, ce qui faisait honneur à sa perspicacité médicale, sinon à son talent,
le docteur Patak était accouru à la réunion du roi Mathias. Enfin le voilà, s'écria maître Koltz. Le docteur Patak se dépêcha de distribuer des poignées de main à tout le monde, comme il y distribuait des drogues, et d'un ton passablement ironique, il s'écria. Alors, les amis, c'est toujours le berg du short qui vous occupe? Oh, les poltrons! Mais s'il veut fumer, ce vieux château, laissez-le fumer! Est-ce que notre savant Hermod ne fume pas, lui, et toute la journée? Vraiment, le pays est tout pâle d'épouvante. Je n'ai jamais entendu parler que de cela durant mes visites. Les revenants ont fait du feu là-bas? Et pourquoi pas? S'ils sont enrhumés du cerveau, il paraît qu'ils gèlent au mois de mai dans les chambres du donjon, à moins qu'on s'y occupe à cuire du pain pour l'autre monde. Et il faut bien se nourrir là-haut. S'il est vrai qu'on ressuscite, ce sont peut-être les boulangers du ciel qui sont venus faire une fournée. Ironique docteur. Pour rappel, le docteur, c'est le seul du village qui ne croit pas aux contes et légendes. Et pour finir, une série de plaisanteries extrêmement peu goûtées des gens de Werst et que le docteur Patak débitait avec une incroyable jactance. On le laissait dire. Et alors le bureau de lui demander. Ainsi, docteur, vous n'attachez aucune importance à ce qui se passe au Berg? Aucune, maître Koltz. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous seriez prêt à vous y rendre si l'on vous en défiait? Moi, répondit l'ancien infirmier, non sans laisser percer un certain ennui de ce qu'on lui rappelait ses paroles. Voyons, ne l'avez-vous pas dit? Et répétez, reprit le magister en insistant. Je l'ai dit sans doute, et vraiment, s'il ne s'agit que de le répéter. Il s'agit de le faire, dit Hermod. De le faire? Oui, et au lieu de vous en défier, nous nous contentons de vous en prier, ajouta maître Koltz. Vous comprenez, mes amis, certainement une telle proposition. Eh bien, puisque vous hésitez, s'écria le cabaretier, nous ne vous en prions pas, nous vous en défions. Vous m'en défiez? Oui, docteur. Jonas, vous allez trop loin, reprit le bureau. Il ne faut pas défier Patak. Nous savons qu'il est homme de parole, et ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fera, ne fût-ce que pour rendre service au village et à tout le pays. Comment, c'est sérieux? Vous voulez que j'aille au château des Carpates? Reprit le docteur, dont la face rubiconde était devenue très pâle. Vous ne sauriez vous en dispenser, répondit catégoriquement maître Koltz. Je vous en prie, mes bons amis, je vous en prie, raisonnons, s'il vous plaît. C'est tout raisonner, répondit Jonas. Soyez juste, à quoi me servirait d'aller là-bas, et qu'y trouverais-je? Quelques braves gens qui se sont réfugiés au Berg et qui ne gênent personne. C'est rare quelqu'un de cartésien à cette époque. Ça se passe à quelle époque d'ailleurs? Je sais plus. Mais effectivement. Eh bien, répliqua le magister Hermod, si ce sont de braves gens, vous n'avez rien à craindre de leur part, et ce sera une occasion de leur offrir vos services. S'ils en avaient besoin, répondit le docteur Patak. S'ils me faisaient demander, je n'hésiterais pas, croyez-le, à me rendre au château. Mais je ne me déplace pas sans être invité, et je ne ferai pas gratis mes visites. On vous paiera votre dérangement, dit maître Koltz, et attend l'heure. Et qui me le paiera? Moi, nous, au prix que vous voudrez, répondirent la plupart des clients de Jonas. Visiblement, en dépit de ses constantes fanfaronnades, le docteur était, à tout le moins, aussi poltron que ses compatriotes de Werst. Aussi, après s'être posé en esprit fort, après avoir raillé les légendes du pays, se trouvait-il très embarrassé de refuser le service qu'on lui demandait. Et pourtant, d'aller au château des Carpates, même si l'on rémunérait son déplacement, cela ne pouvait lui convenir en aucune façon. Il chercha donc à tirer argument de ce que cette visite ne produirait aucun résultat, que le village se couvrirait de ridicule en le déléguant pour explorer le Berg. Son argumentation fit long feu. C'est bizarre parce qu'il dit ne pas avoir peur du château, mais il n'a pas envie d'y aller. Déjà lu. Super, eh ben ne nous raconte pas la fin. La Ducance. Voyons, docteur, il me semble que vous n'avez absolument rien à risquer, reprit le magister Hermod,
puisque vous ne croyez pas aux esprits. Non, je n'y crois pas. Or, si ce ne sont pas des esprits qui reviennent au château, ce sont des êtres humains qui s'y sont installés, et vous ferez connaissance avec eux. Le raisonnement du magistère ne manquait pas de logique. Il était difficile à rétorquer. D'accord, Hermod, répondit le docteur Patak. Mais je puis être retenu au burg. C'est alors que vous y aurez été bien reçu, répliqua Jonas. Sans doute, cependant, si mon absence se prolongeait, et si quelqu'un avait besoin de moi dans le village. Nous nous portons tous à merveille, répondit maître Coles. Il n'y a plus un seul malade à Werst depuis que votre dernier client a pris son billet pour l'autre monde. Parlez franchement. Êtes-vous décidé à partir demanda l'aubergiste. Ma foi, non, répliqua le docteur. Oh, ce n'est point par peur. Vous savez bien que je n'ajoute pas foi à toutes ces sorcelleries. La vérité est que cela me paraît absurde, et je vous le répète, ridicule. Parce qu'une fumée est sortie de la cheminée du donjon, une fumée qui n'est peut-être pas une fumée. Décidément, non, je n'irai pas au château des Carpates. J'irai, moi. C'était le forestier Nick Deck, qui venait d'entrer dans la conversation en y jetant ces deux mots. Toi, Nick, s'écria maître Coles. Moi, mais à la condition que Patak m'accompagnera. Ceci fut directement envoyé à l'adresse du docteur, qui fit un bond pour se dépêtrer. Y penses-tu, forestier répliqua-t-il. Moi, t'accompagner certainement, ce serait une agréable promenade à faire, tous les deux, si elle avait son utilité, et si l'on pouvait s'y hasarder. Voyons, Nick, tu sais bien qu'il n'y a même plus de route pour aller au Berg. Nous ne pourrions arriver. J'ai dit que j'irais au Berg, répondit Nick Deck, et puisque je l'ai dit, j'irai. Mais moi, je ne l'ai pas dit, s'écria le docteur en se débattant comme si quelqu'un l'eût pris au collet. Si, vous l'avez dit, répliqua Jonas. Oui, oui, répondit d'une seule voix l'assistance. L'ancien infirmier, pressé par les uns et les autres, ne savait comment leur échapper. Ah, combien il regrettait de s'être si imprudemment engagé par ces rodomontades. Jamais il n'eût imaginé qu'on les prendrait au sérieux, ni qu'on le mettrait en demeure de payer de sa personne. Maintenant, il ne lui était plus possible de s'esquiver sans devenir la risée de Werst, et tout le pays de Vulcan l'eût bafoué impitoyablement. Il se décida donc à faire contre fortune bon cœur. Allons, puisque vous le voulez, dit-il, j'accompagnerai Nick Deck, quoique cela soit inutile. Bien, docteur Patak, bien, s'écrièrent tous les buveurs du roi Mathias. Et quand partirons-nous, forestier demanda le docteur Patak, en affectant un ton d'indifférence qui ne déguisait que mal sa poltronnerie. Donc il est bien peureux finalement. Demain dans la matinée, répondit Nick Deck. Ces derniers mots furent suivis d'un assez long silence. Cela indiquait combien l'émotion de maître Colt et des autres était réelle. Les verres avaient été vidés, les pots aussi, et pourtant personne ne se levait. Personne ne songeait à quitter la grande salle, bien qu'il fût tard, ni à regagner son logis. Aussi, Jonas pensa-t-il que l'occasion était bonne pour servir une autre tournée de schnapps et de ragoût. Soudain, une voix se fit entendre assez distinctement au milieu du silence général, et voici les paroles qui furent lentement prononcées. Nicolas Deck ne va pas demain au Berg, n'y va pas, ou il t'arrivera malheur. Ça, c'est, on dirait la voix de sa fiancée. Qui s'était exprimé de la sorte? D'où venait cette voix que personne ne connaissait, et qui semblait sortir d'une bouche invisible? Cela ne pouvait être qu'une voix de revenant, une voix surnaturelle, une voix de l'autre monde. L'épouvante fut au comble. On n'osait pas se regarder, on n'osait pas prononcer une parole. Le plus brave, c'était évidemment Nick Deck, voulut alors savoir à quoi s'en tenir. Il est certain que c'était dans la salle même que ces paroles avaient été articulées. Et tout d'abord, le forestier eut le courage de se rapprocher du bahut et de l'ouvrir. Personne. Il alla visiter les chambres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la salle. Personne. Il poussa la porte de l'auberge, s'avança au dehors, parcourut la terrasse jusqu'à la grande rue de Werst. Personne. Quelques instants après, maître Colt, le magistère Hermod, le docteur Patak, Nick Deck, le berger Frick
et les autres avaient quitté l'auberge, laissant le cabaretier Jonas qui se hâta de clore sa porte à double tour. Cette nuit-là, comme s'ils eussent été menacés d'une apparition fantastique, les habitants de Werst se barricadèrent solidement dans leur maison. La terreur régnait au village. Fin du chapitre. Fin de la lecture pour ce soir. Donc, résumé de ce qui s'est passé pour l'instant. Donc, ils ont aperçu la fumée qui sortait du vieux château. Tous les gens du village se sont réunis pour savoir ce qu'il fallait faire. Et ce sont Nick Deck le forestier et le docteur Patak qui vont aller se rendre au château des Carpates demain matin pour aller voir d'où vient cette fumée. Mais il y a une petite voix qui leur a dit « N'y allez pas ». Voilà. Ça, c'est fait. Le prochain live, ce sera le chapitre 5 et 6. Fini pour ce soir. Merci d'avoir été là, messieurs, dames. Combien de chapitres aujourd'hui? 2. 2, ça m'a pris une petite heure. C'est deux chapitres par live, c'est pas mal. Il y en a 18. Ça prendra 9 lives. Il en reste 7. 7 lives. Il en reste 14, oui. 14 chapitres en 7 lives, je pense. Ok. Merci pour les j'aime, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, merci encore. Ciao. Hop. Toujours un plaisir également.